Alors justement, on va développer peut-être sur cet aspect, mais d'abord peut-être sur cette question de la responsabilité de protéger, puisque c'est un concept qui a été mis en œuvre et adopté par les Nations Unies, donc en 2005. Donc. Alors cette responsabilité de protéger, est-ce qu'on peut définir ce que c'est? Qu'est-ce qui peut justement intervenir pour rappeler en quoi consiste ce concept? Peut-être à nouveau Rodney Proman. La responsabilité de protéger, c'est la réhabilitation de la guerre juste. C'est simple et clair. C'est très clairement énoncé dans le document de 5 pages que j'invite tout le monde à lire. Il est évidemment disponible sur le site des Nations Unies. C'est ce document, pour, disons, 90% du volume qu'il occupe, rappelle des choses que l'on connaît déjà, la nécessité de mobiliser les moyens diplomatiques, économiques, pour éviter la guerre, les massacres, etc. Donc tout ça, c'est le rôle de l'ONU, des diplomaties. Il n'y a rien de nouveau, ça a simplement le mérite d'être rassemblé dans un document synthétique. Et puis il y a une dizaine de lignes qui prévoit donc l'activation du chapitre 7, la possibilité de mobiliser des forces armées et d'attaquer légalement et légitimement au cas où sont commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des opérations dites de purification ethnique, terme que je mets entre guillemets personnellement car c'est encore une notion extrêmement complexe à définir, et des crimes de génocide. Donc dans ces 4 situations qui sont, pour chacune d'entre elles d'ailleurs, pas si simple que ça à placer, il est possible de déclencher la guerre. Voilà, moi, ce que je vois dans la responsabilité de protéger, et donc, au nom de la protection des civils, procéder à des guerres qui aboutissent à des changements de régime pour aboutir à une meilleure gouvernance. Mais alors justement, cette responsabilité de protéger a été mise en avant pour faire voter au Conseil de sécurité cette deuxième résolution, donc 1973, le 17 mars dernier. Apparemment, donc, une résolution qui a été votée quand même à 10 voix sur 15, 5 abstentions. Il n'y a pas eu de veto d'un certain nombre d'États. Est-ce que le fait de voter dans ce contexte-là, dans le contexte de ce Conseil de sécurité, et notamment quand on voit la manière dont est constitué ce Conseil de sécurité, est-ce que ça vaut légitimité? Est-ce qu'on peut avoir peut-être une réaction à Abidi? Écoutez, si vous permettez, d'abord, pour la première réponse de René Broman, comme ça ne fait pas une intervention universitaire, il y a 2 points. Il y a beaucoup de points à relever, mais il y a 2 intéressants. Si le massacre virtuel n'est pas un argument suffisant pour déclencher une guerre, donc est-ce qu'il faut attendre un vrai massacre pour intervenir? Ça, c'est la question que je me pose. Je n'ai pas de réponse. La deuxième réponse, bien sûr, j'ai lu les enquêtes de Human Rights Watch sur les nombres de victimes. Moi, je peux vous dire que j'ai témoignage. Malheureusement, je n'étais pas sur la route de Benghazi-Misrata, mais j'étais jusqu'à Benghazi seulement. Je peux vous dire qu'il y avait des colonnes de chars et de blindés et le régime Kadhafi. C'est vrai, on a entendu des spécialistes militaires leur dire que Kadhafi n'a pas la capacité de bombarder. Si, il a la capacité. S'il a la capacité. Benghazi, au départ, c'était des hommes civils. Ils ont été armés, oui, mais au départ, c'était des hommes civils. Et d'ailleurs, les comités, ce qu'on appelle les Jan Shabi, des comités populaires et des comités révolutionnaires et les brigades de sécurité, je peux vous dire que le chef de renseignement, Abdallah Sunoussi, était à Benghazi. Il a demandé à ces hommes de mater et, bien sûr, de tuer ces gens de Benghazi qui défient l'autorité de Kadhafi. Donc il y avait l'intention. Abdeslam Jelloud, qui est numéro 2, qui est issu d'une grande tribu, il a dit, je n'ai des preuves, j'en ai parlé avec des militaires haut placés, il le dit, puisqu'il a demandé l'asile politique à Rome, et on peut aller l'interroger. C'est très important. C'est vrai que c'est difficile, parce que c'est l'histoire récente, et seuls les historiens peuvent nous éclairer sur ce chapitre-là. Abdeslam Jelloud, l'ex numéro 2, dit, oui, les militaires libyens avaient l'intention d'en finir avec Benghazi. Donc ça, c'est un élément à prendre en considération très important. Deuxième élément, revenir. Moi, je ne sais pas, je suis politologue, et j'ai appris en sciences politiques qu'on ne gagne jamais une élection locale suite à une victoire internationale. En revanche, on peut la perdre si on perd sur le plan international. Je n'ai pas vu en tout cas des cas empiriques pour dire que probablement pour des raisons de politique nationale locale, française, Sarkozy est allé faire la guerre en Libye.
Par contre, Ronnie Broman a raison une chose, Kadhafi n'a honoré aucun contrat, à part des petits contrats. Par exemple, la réfection de l'aéroport de Tripoli, confiée à l'aéroport de Paris, etc. Cela dit, sur les rafales, sur des ventes importantes, oui, ça n'a pas été dit. Mieux encore, le président a été humilié en privé. Quand il a évoqué l'histoire de contrat, Kadhafi s'est tourné vers son chef de cabinet et lui a dit « Je crois, Bachir, j'ai oublié mon chéquier ». Ça, c'était vrai, ça a été rapporté par les hommes proches de Kadhafi. Il y avait une humiliation. Et je vous le dis, il y a 2 hommes en Europe qui n'avaient rien à perdre, au contraire, il avait tout à gagner de la chute de Kadhafi, c'est bien David Cameron et le président français. Donc, il voulait absolument finir pour plusieurs raisons. Mais je n'ai rien contre une surface commune entre les intérêts politiques et les intérêts humanitaires, si il faut vraiment sauver une population. Encore une fois, ce qui est valable en Libye ne l'est pas ailleurs. Mais il se trouve qu'en Libye, on a épuisé toutes les autres solutions. Je rappelle encore, et ça c'est écrit, il y avait 7 cessez-le-feu avant de déclencher la première opération. C'est les historiens qui vont nous éclairer comment s'est développé un petit peu les frappes aériennes, mais il y avait 7 cessez-le-feu, et les 7 n'ont pas été respectés par le dirigeant libyen. Donc voilà, votre question c'était sur... Je la reprendrai après. Merci. Non, je vais reprendre sur une autre question, en fait, sur savoir finalement, depuis 2005, est-ce que ce principe de responsabilité de protéger a été mis en œuvre? Est-ce qu'on a des exemples concrets de mise en œuvre de ce principe? Oui. Ronnie Broman? Oui, pour ne citer que les 2 derniers, la Libye, évidemment, et puis la Côte d'Ivoire, plus récemment également, où on a vu que le principe de la responsabilité de protéger avait été mis en œuvre par la communauté internationale, par certains acteurs en tout cas. Donc on constate que la communauté internationale s'est dotée d'un concept d'intervention à des fins de protection de la population civile. C'est un concept qui, à notre connaissance, n'est pas vraiment juridique, c'est un principe, mais c'est un principe qui repose beaucoup sur des fondements politiques, raison pour laquelle, au niveau des Nations Unies, il faut passer par une résolution pour qu'il soit mis en œuvre, comme on l'a vu pour la Libye. Et puis évidemment, à partir du moment où c'est une décision politique, ça va poser passablement d'enjeux pour une institution, par exemple, comme le CICR. L'enjeu, c'est pour nous, par exemple, de faire en sorte que le droit international humanitaire, qui normalement est invoqué pour faire respecter aux belligérants leurs obligations, n'est pas mentionné par la responsabilité de protéger. On est dans un concept, le risque pour nous, c'est, en tant que CICR, de s'assurer que la substance du droit international humanitaire soit écoutée, préservée et respectée, qu'elle ne soit pas diluée ou noyée sous d'autres concepts. Ça pose aussi un autre défi de taille en ce qui nous concerne, c'est la question de l'espace humanitaire, parce qu'à partir du moment où une intervention est perçue ou est politisée, un acteur humanitaire qui vient ou qui accompagne un intervenant extérieur sera perçu évidemment comme non neutre, non indépendant en tant qu'acteur humanitaire. Donc pour le CICR, il est important évidemment de faire très attention et de faire en sorte que son action ne soit pas considérée comme étant dans les valises d'une intervention extérieure, mais qu'elle demeure neutre, impartiale et indépendante, qu'elle demeure très distante de tout cela, de façon à ne pas faire l'objet de confusion, parce que qui dit confusion dans ce genre d'environnement dit problème sécuritaire aussi pour le personnel qui y travaille. Et puis, voilà, il ne faut pas que les principes fondamentaux de l'action humanitaire soient interprétés ou soient biaisés, et il faut essayer d'éviter, dans certaines circonstances, et en particulier comme dans le cas libyen, il faut s'assurer que s'il faut au moins qu'un dernier acteur humanitaire reste et soit capable de continuer de maintenir le dialogue avec toutes les parties au conflit, c'est très important. Être présent à Tripoli au début du conflit en Libye était fondamentalement important pour constituer un équilibre dans la réponse humanitaire et dans l'assistance qui a été amenée ces derniers mois.